So we're just going to push on Tony's side onto his ground, but only until his license expires at midnight. I don't care what it is. I don't care if you're in the water. I don't care if it's soup. Get it over the line. If we can get like 100 feet across that whole section. You know what it's going to cost to move the back? C'est comme une carte avec les résultats du forage. J'aimerais la vendre sous forme de package, avec toutes les maisons, les services souterrains et tout le reste. Au Yukon, le chercheur d'or Parker Schnabel a risqué 15 millions de dollars sur un seul morceau de terre gelée. Son objectif ambitieux était de trouver 5,0 onces d'or. Confronté à des échecs constants, sa saison entière a été au bord du désastre. Puis, son équipe a fait une découverte véritablement choquante et incroyable. Mais le destin leur réservait un cruel coup de théâtre qui allait transformer leur triomphe en chagrin. Un rêve qui leur coûta des millions. Toute cette aventure commença grâce à l'idée d'un célèbre joueur de hockey. Parker Schnabel se souvenait toujours de cette citation. « On rate 5% des coups qu'on ne tente pas. » Cette idée simple l'a poussé à tenter le coup le plus important de sa carrière. C'est pourquoi il a dépensé 15 millions de dollars pour acquérir les droits miniers de Dominion Creek. On murmurait depuis des années que cette terre recelait un trésor immense. Certains pensaient qu'elle pourrait receler 80,0 onces d'or, d'une valeur de plus de 160 millions de dollars. Mais un problème de taille se posait. Tout cet or brillant était enfoui à une profondeur incroyable, à environ 12 mètres sous terre. Il était caché sous une épaisse couche de terre gelée, presque aussi dure que de la pierre. Voyez-vous, se fixer un objectif ambitieux comme trouver 5,0 onces d'or est la partie la plus facile. Le plus dur, c'est de le trouver, surtout quand on a l'impression que tout va mal. Dès le premier jour où ils ont commencé à creuser, la mine de Dominion Creek a semblé malchanceuse. Gold Run, qui était un ruisseau extrêmement riche, et où il se déversait dans Dominion, se trouvait, je suppose, juste ici. Je pense qu'il y aura beaucoup de résidus aurifères. Si c'est le cas, tant mieux, car il n'y a pas de décapage. Ils sont dégelés, et il faut bien que nous gagnions de l'argent. Le rugissement assourdissant des bulldozers et des excavatrices géants jaunes était souvent interrompu par le bruit soudain et horrible du métal qui grince et se brise. Une machine tombait en panne presque tous les jours. Un jour, les dents du godet d'une excavatrice se cassaient. Un autre jour, un flexible hydraulique éclatait, projetant de l'huile chaude et collante partout et immobilisant la machine. Cela peut paraître simple, mais croyez-moi, maintenir ces machines géantes en activité dans le froid, l'humidité et la boue du Klondike est déjà une tâche colossale. Chaque fois qu'une machine tombait en panne, toute l'exploitation devait être interrompue. Et lorsque les machines étaient à l'arrêt, l'équipe ne nettoyait pas la terre, ce qui signifiait qu'elle ne trouvait pas d'or. Cela signifiait qu'ils perdaient beaucoup d'argent à chaque minute, chaque jour. Beaucoup d'argent avant même qu'on puisse extraire une once d'or. Ouais, mec. Eh bien, j'imagine pas la pression qu'il subit. Vous savez, passer d'un gros dépôt à la banque à une grosse dette qui durera longtemps avant qu'on commence à voir de l'or pour l'aider à la rembourser. Ce qui soulève de nombreuses questions, c'est comment l'équipage a pu gérer autant de stress et d'inquiétude. Il a fallu travailler au plus vite pour résoudre chaque problème, sachant que le temps pressait et que l'hiver approchait. L'émotion de l'équipage était palpable. Une semaine, ils pouvaient faire un grand nettoyage et trouver un magnifique tas d'or. Ces jours-là, tout le monde souriait, riait et était plein d'espoir pour l'avenir. Mais la semaine suivante, ils pouvaient ne trouver presque rien, juste quelques minuscules paillettes. C'étaient des jours très difficiles qui rendaient tout le monde silencieux et inquiet, se demandant s'ils creusaient au bon endroit. Ce combat constant entre espoir et inquiétude est la véritable histoire du métier de chercheur d'or. C'était un test colossal pour voir si le rêve de Parker allait le rendre riche ou s'il allait se transformer en cauchemar à 15 millions de dollars. Parker savait que pour relever un défi aussi grand et difficile que Dominion Creek, il ne pouvait pas se contenter de demander à son équipe de travailler plus vite. Il devait travailler plus intelligemment. Il lui fallait un outil nouveau et plus performant. Son ancienne station de lavage, une machine que l'équipe appelait Big Red, lui avait servi pendant de nombreuses années. C'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Big Red, il y a une barre de tension latérale là. Une station de lavage, c'est comme une machine à laver géante. C'est une immense structure métallique qui utilise l'eau et des tamis vibrants pour éliminer toute la boue, le sable et les rochers, ne laissant derrière elle que de minuscules et lourds morceaux d'or brillant. Big Red était une bonne machine,
mais Parker savait qu'elle n'était ni assez grande ni assez rapide pour le travail colossal de Dominion Creek. Il lui fallait quelque chose de bien plus grand. Cela a marqué le début d'un long voyage pour trouver la machine parfaite. On n'en parle guère, mais sa quête de nouvelles idées l'a conduit à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Il s'y est rendu pour voir comment d'autres extrayaient de l'or et pour découvrir de nouveaux types de machines. Il a rencontré des mineurs experts qui pratiquaient ce métier depuis toujours et a pu observer toutes sortes de technologies étonnantes. Il a notamment vu une machine absolument incroyable, une station de lavage flottante. Une machine géante posée sur un grand bassin et aspirant les débris du fond. On aurait dit un film de science-fiction, et c'était l'une des meilleures machines jamais vues. Et voilà le plus fou, même si cette machine flottante était incroyable, elle ne convenait absolument pas à Parker. Le terrain du Klondike est vallonné, accidenté et rocailleux, loin d'être un étang paisible. La machine n'y fonctionnerait tout simplement pas. Une autre personne aurait peut-être été triste et aurait abandonné, mais pas Parker. Il eut une idée nouvelle, encore plus ambitieuse. Ce que personne n'avait prévu, c'est que Parker avait décidé de ne plus acheter de machine à quelqu'un d'autre. Il allait construire la sienne. Cela marqua le début d'un projet colossal qui lui demanda 2 années de travail acharné. Il commença à concevoir la machine de ses rêves, qu'il baptisa Roxanne. Il voulait qu'elle soit plus grande, plus puissante et bien plus douée pour attraper l'or que toutes les machines qu'il avait utilisées auparavant. Très bien, très bien. Notre toute nouvelle station de lavage est en route vers la coupe. Merci pour ce travail. C'est une belle installation. J'aime bien la plante, et il y aura toujours quelques petits détails à corriger. Mais pour l'instant, je l'aime bien. Bon, il va falloir peaufiner le tout, mais c'est du lourd. L'équipe a travaillé pendant des mois, soudant d'énormes pièces d'acier, les peignant en bleu vif et assemblant le tout comme un puzzle géant et complexe. C'était un autre pari de taille, en plus du premier. Il espérait que cette nouvelle machine à super-héros serait l'arme secrète qui pourrait enfin débloquer tout l'or caché à Dominion Creek. La vérité choquante derrière la première saison de Roxanne. Lorsque Roxanne fut enfin construite et prête à partir, toute l'équipe était très excitée. On aurait dit un super-héros bleu géant prêt pour son premier jour de travail, et sa toute première sortie fut un grand succès. Elle a immédiatement trouvé plus de 56 onces d'or. Mais ensuite, comme pour les autres machines, le problème a commencé. Un petit fil s'est détaché et a mis la machine hors service. Puis un gros tuyau d'arrosage s'est cassé, projetant de l'eau froide partout. Ce fut une dure leçon. Même une machine neuve et coûteuse n'est pas magique. Il faut beaucoup de travail et un peu de chance pour la maintenir en marche. L'équipe se posait alors une grande question. Roxanne était-elle la machine extraordinaire qui allait sauver leur saison, ou s'agissait-il simplement d'un autre problème coûteux à résoudre? La longue saison minière se poursuivait, et le travail acharné commençait à fatiguer et à épuiser tout le monde. L'équipe travaillait du petit matin jusqu'à tard le soir, mais l'énorme tas d'or dont ils rêvaient ne grossissait pas assez vite. L'objectif ambitieux de 5,0 onces semblait encore très lointain. Ils avaient besoin d'un peu de chance. Ils avaient besoin d'un signe du sol prouvant que tous leurs efforts en valaient la peine. Et juste au moment où cela comptait le plus, alors que tout le monde commençait à perdre espoir, le sol leur réserva une merveilleuse et éclatante surprise. Ils firent une découverte extraordinaire. Ce n'était pas une énorme quantité d'or, mais quelque chose de bien plus fascinant et rare. L'équipe a découvert une magnifique pépite d'or pesant 1,21 kg, mais ce n'était pas le plus incroyable. Cette pépite avait une forme très particulière. Ce n'était pas une roche lisse et ronde. Sa forme était dite dendritique, ce qui signifiait qu'elle ressemblait à une minuscule branche d'arbre parfaite ou à un éclair figé dans de l'or pur et brillant. En raison de sa forme originale, l'équipage a immédiatement décidé de la baptiser « pépite électrifiante ». C'est donc ici qu'a été trouvée la pépite Welcome Strange. C'était la plus grosse pépite du monde. Elle était vraiment énorme, monstrueux, plutôt impressionnant. Non? Wow! Imaginez trouver ça. Évidemment, cette zone a été martelée, mais Victoria est connue pour son or massif. Sa forme unique en faisait un objet de collection rare, et les collectionneurs d'objets rares étaient prêts à payer bien plus cher pour l'acquérir que pour d'autres pépites d'or du même poids. Cette découverte incroyable était comme un cadeau de la Terre. Elle a ravivé la joie et l'enthousiasme de tous, et c'était le signe tant attendu. Alors qu'ils pensaient que c'était fini et que la pépite électrisante serait la plus belle trouvaille de l'année, ils découvrirent autre chose. Au début, cela ressemblait à un gros problème.
un rocher géant était coincé dans la couche de terre contenant tout l'or. Il était si gros qu'il bloquait leur travail et interrompait toute l'opération. Mais en examinant de plus près le rocher géant, ils virent quelque chose d'étonnant briller à sa surface, de l'or. D'épaisses veines d'or parcouraient la roche. Ce n'était pas juste un rocher qui les encombrait, c'était un immense coffre au trésor. C'est là que les choses se compliquent. L'équipe travailla avec une extrême prudence pour briser le rocher géant, en veillant à ne pas endommager ce qu'il contenait. Ce qu'ils virent lorsqu'il se fendit laissa tout le monde bouche bée. Caché au milieu du rocher se trouvait une pépite géante d'or pur. C'était un monstre. Il pesait 2,8 tonnes. Tout le camp a éclaté en acclamations et en célébrations. C'était le genre de découverte dont les mineurs rêvaient toute leur vie. Une seule pièce d'or valant environ 200 $, était le prix colossal pour lequel ils s'étaient battus toute la saison. Et cela a tout changé. Enfin, pendant un instant, le Klondike peut être un endroit délicat. Il peut vous offrir un trésor merveilleux une minute, puis vous apprendre une dure leçon la minute suivante. Au fil de la saison, le total final s'élève à 77 381. C'est incroyable, ça nous met en pleine forme pour les prochaines années. La pépite géante était si spéciale car elle était d'un seul tenant, d'une seule pièce magnifique. Mais lorsqu'ils l'ont extraite de la roche, elle s'est fissurée et s'est brisée en plusieurs gros morceaux. En un instant, la joie de tous s'est transformée en une pointe de tristesse. La pépite valait encore beaucoup d'argent, car elle contenait encore 5 onces d'or pur. Mais ce n'était plus une pièce de collection unique, gigantesque et extrêmement rare. Sa valeur ajoutée avait disparu. C'est là que la plupart des gens auraient abandonné, écrasés par la malchance. Mais pour Parker et son équipe, ce n'était qu'une nouvelle leçon à la dure école de l'orpaillage. Le trésor brisé représentait néanmoins une énorme quantité d'or qui les rapprochait considérablement de leur objectif. Plus important encore, c'était la preuve qu'ils étaient au bon endroit, et cela les a poussés à redoubler d'efforts pour découvrir les autres secrets que le sol cachait. Chaque série télévisée a ses secrets, et une émission aussi populaire que Gold Rush en a plus que sa part. Pour chaque once d'or pesée à l'écran, les fans qui regardent chaque seconde de la série suscitent des tonnes de questions et d'idées. Ils évoquent ce qui pourrait se passer lorsque les caméras sont éteintes. Ces idées sont appelées théories de fans. Ils évoquent également les gros problèmes ou scandales réels qui ont touché les mineurs au fil des ans, les scandales de la ruée vers l'or qu'ils ont tenté d'étouffer. L'une des questions les plus fréquentes des fans concerne la dramaturgie. Ils se demandent si tout ce que l'on voit dans la série est réel, ou si les événements sont volontairement plus palpitants. Cette théorie suggère que certains des moments les plus dramatiques seraient planifiés pour que la série ressemble davantage à un film. Les fans qui partagent cet avis ont remarqué que les gros problèmes surviennent souvent au moment le plus excitant. Par exemple, une machine très importante pourrait tomber en panne juste au moment où une grosse tempête de neige approche, ou deux amis pourraient se disputer violemment juste avant de découvrir la quantité d'or qu'ils ont trouvée. Est-ce que simplement un coup de malchance? Ou les créateurs de la série contribuent-ils parfois à ces problèmes pour maintenir le suspense et nous captiver? Il existe une autre théorie, encore plus folle, que certains fans évoquent, saler la poêle. Saler une bâtée est une vieille astuce de mineurs. Cela consiste à ajouter secrètement un peu d'or à un objet nettoyé avant de le peser. La théorie est que si une équipe traverse une très mauvaise année et ne trouve pas d'or, un membre de la série pourrait peut-être en ajouter secrètement dans sa bâtée. Cela garantirait à l'équipage une fin heureuse. C'est une idée choquante, et il est important de savoir qu'il n'existe aucune preuve que cela se soit jamais produit. Si vous me donnez la priorité, et si quelqu'un d'autre conclut un marché, je payerai toute la drogue. D'accord, tant que tu fais vite. Tu as une semaine? La plupart des fans n'y croient pas, car si c'était vrai, ça gâcherait la série. Mais l'idée montre à quel point les gens tiennent à ce que la série soit authentique. Une théorie des fans plus crédible concerne l'argent. On voit Parker dépenser 15 millions de dollars, mais la série n'explique pas toujours d'où vient tout cet argent. Cela amène les fans à se demander qui finance réellement tout cela. La théorie de l'argent caché affirme que des partenaires secrets financent les mineurs. Ces partenaires seraient de riches hommes d'affaires que l'on ne voit jamais à la caméra. Ils donnent aux mineurs des millions de dollars pour acheter des terres et des machines. En échange, lorsque les mineurs trouvent de l'or, les partenaires secrets reçoivent une part importante de l'argent. Cela expliquerait comment les mineurs peuvent se permettre de prendre des risques aussi importants année après année. Mais tout n'est pas que théorie. Des problèmes et des scandales bien réels ont éclaté au fil des ans.
bouleversant les fans de la série. Le plus gros échec de l'histoire de l'émission a eu lieu lorsque l'équipe d'Hoffman s'est rendue en Guyane, en Amérique du Sud. Les gisements sont vierges et tous contiennent de l'or. De tous les gisements que j'ai visités dans ce pays, Todd, les meilleurs se trouvent dans cette vallée. Génial! On met tout en place. Hein? Todd Hoffman, la première vedette de la série, rêvait de trouver une jungle remplie d'or, mais ça a tourné au désastre. La jungle était trop chaude et boueuse, et l'équipage n'était pas préparé. Leurs machines se sont enlisées, et ils n'ont trouvé quasiment pas d'or. Après avoir dépensé tout leur argent, ils sont rentrés avec seulement 2 onces d'or environ. Ce fut une période très triste et difficile pour eux, et un sujet important de l'émission. L'équipe d'Hoffman a mené une quête d'or de 6 semaines en Amérique du Sud. Si ce dernier essai échoue, ils n'auront d'autre choix que de retourner au Klondike, où la terre coûte 10 $ le mètre cube. Un autre grand scandale éclata au tout début de l'émission. Un mineur nommé Jimmy Dorsey quitta l'équipe de Hoffman et déclara plus tard que l'émission n'était pas tout à fait authentique. Il affirma que les personnes qui la créaient lui dictaient quoi dire et comment agir, presque comme s'il était un acteur de cinéma. C'était l'une des premières fois qu'un acteur de la série tenait un tel propos, ce qui a amené de nombreux fans à se demander ce qui était réel et ce qui était purement télévisuel. De même, des problèmes juridiques réels ont mis en lumière les fractures qui pouvaient se former entre les mineurs. Un conflit majeur a éclaté entre les anciens associés Todd Hoffman et Dave Turin, bien après leur collaboration. Turin a intenté un procès contre Hoffman et sa société pour des litiges financiers. Pour les fans qui suivaient leur partenariat depuis des années, cette bataille juridique était un signe clair que les pressions exercées par l'industrie aurifère allaient bien au-delà de ce qui était visible à l'écran. La vie privée des mineurs est également devenue source de controverses. Lorsque la petite amie de Parker Schnabel, Ashley Ewell, qui travaillait avec lui dans la série, est partie, les rumeurs ont commencé à circuler. Une rumeur tenace et odieuse, que tous deux ont démenti, affirmait que leur rupture était liée à un vol d'or de Parker Schnabel. La propagation de cette rumeur a montré à quel point la frontière entre le récit de la série et la vie réelle des acteurs était devenue floue pour de nombreux téléspectateurs. Des questions sur les relations d'affaires des mineurs ont également été soulevées. Les Dakota Boys, Fred et Dustin Hurt, ont subi un revers majeur lorsqu'il a été découvert qu'ils ne disposaient pas des droits nécessaires pour exploiter leur principal site, Cajun Creek. Ils ont été contraints d'abandonner le site après un différend avec les propriétaires des concessions, mettant ainsi fin brutalement à une intrigue majeure et laissant les téléspectateurs perplexes quant à la possibilité d'un oubli aussi grave. Parfois, les plus gros problèmes ne concernent pas l'or, mais les gens. Tout le monde a été choqué lorsque Chris Dummett, qui travaillait pour Parker depuis 10 ans et était l'un de ses meilleurs amis, a soudainement démissionné. Il a quitté l'équipe de Parker pour travailler chez Rick Ness, l'un de ses principaux concurrents. Pour les fans qui regardaient à la maison, ce fut une véritable trahison. Cela a lancé un vaste débat sur ce que signifie être un bon patron et un ami fidèle, et a montré comment le stress du show peut briser des amitiés. Même Tony Beats, le mineur Koryak surnommé le Viking, a eu de sérieux ennuis avec la justice. Dans un épisode, il voulait faire quelque chose de cool à la télé. Je vous l'avais dit, quoi qu'il arrive. Hein? Il a demandé à un membre de l'équipe de verser de l'essence dans un étang et d'y mettre le feu. Cela a créé une boule de feu géante, un effet très spectaculaire dans la série. Mais le gouvernement n'était pas ravi. Polluer l'eau est illégal. Comme toute l'affaire a été filmée, Tony Beats s'est attiré de gros ennuis, et il a fallu payer des amendes salées. Après tout ça, les machines cassées, le nugget géant et les théories extravagantes des fans, quelqu'un a-t-il vraiment sali la poêle pour sauver la saison? Partagez votre avis avec nous en aimant cette vidéo et en vous abonnant.